un millionnaire propose par plaisanterie 3 millions d'euros à une petite fille pauvre pour chanter en public afin de l'humilier, mais son talent choque et réduit tout le monde au silence. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires émouvantes. Les lustres de cristal du cercle interallié à Paris jetaient une lueur dorée sur le sol de marbre, tandis que Maxime Granier faisait tournoyer son scotch de 30 ans d'âge. À 32 ans, il avait déjà amassé une fortune que la plupart des hommes n'atteindraient jamais en une vie. Ce soir entouré d'autres millionnaires, il s'ennuyait. « Je vous le dis », déclara Maxime, sa voix résonnant dans le salon privé. « Le talent n'est pas inné, il s'achète. » Ces histoires de haillons à la richesse du pur marketing. Henri Blackwell, banquier d'investissement aux cheveux argentés, ricana. De grands mots pour quelqu'un qui a commencé avec un héritage. La mâchoire de Maxime se crispa. « J'ai transformé des millions en milliards, voilà le vrai talent. » Peut-être dit le docteur Jacques Dupont, philanthrope de 65 ans, qui observait en silence. Mais j'ai vu du véritable talent surgir aux endroits les plus inattendus. Maxime ricana. « Donnez-moi votre prix, Jacques. Je vous prouverai le contraire. » Le défi resta suspendu dans l'air lorsque la porte de service du club s'ouvrit. Une jeune femme en uniforme du personnel entra discrètement, guidant 2 enfants, une fillette d'environ 8 ans et un petit garçon. Ils se dirigeaient silencieusement vers l'entrée de la cuisine. « Qui a laissé entrer ces gosses ?» s'exclama Maxime. Le gérant accourut. « Désolé, monsieur, c'est Élise Collin. Elle nettoie les cuisines. Sa baby-sitter s'est désistée et nous manquons de personnel ce soir. » Les yeux de Maxime se plissèrent en observant la petite fille aidant son frère. Quelque chose s'éclaira dans son esprit. L'occasion parfaite. 3 millions d'euros, annonça brusquement Maxime. Le docteur Dupont haussa un sourcil. Pardon, 3 millions d'euros pour prouver que le talent n'est pas inné. Cette gamine, je parie qu'elle ne peut même pas chanter juste. Mais avec une telle somme agitée devant sa mère désespérée, elle forcera la petite à essayer. Nous organiserons une représentation publique, et quand elle échouera lamentablement, tout le monde verra que j'ai raison. Un silence pesant tomba sur le groupe. Richard Hay, associé de Maxime, posa son verre. « Max, là, tu franchis une limite. C'est une expérience sociale, » insista Maxime. « Et puis je les paierai pour leurs efforts, bien plus qu'ils ne gagneraient en des années. » Le docteur Dupont le fixa attentivement. « Et si elle ne rate pas ?» Maxime éclata de rire. « Alors je paierai les 3 millions entiers, mais elle échouera, Jacques. C'est bien ça mon point. » Alors que les hommes débattaient, Maxime remarqua que la petite fille les observait. Elle se tenait protectrice auprès de son frère, qui serrait dans sa main un petit pain à moitié mangé. Leurs vêtements étaient propres mais usés, leurs chaussures éraflées par trop d'usage. Maxime s'approcha, ses souliers italiens claquant sur le marbre. La fillette redressa la colonne et soutint son regard. « Nous prenons seulement les restes, monsieur, » dit-elle d'une voix étonnamment ferme. Madame Philippe a dit que c'était permis. Maxime sourit, mais sans chaleur dans les yeux. « Comment t'appelles-tu, Sarah Colline ? Monsieur, voici mon frère Thomas. Il a 2 ans. Est-ce que tu chantes, Sarah Collin ?» La question sembla la surprendre. Parfois, pour Thomas, ça l'aide à s'endormir. Maxime acquiesça, son plan se solidifiant. « Et si tu chantais devant plus de monde, pour beaucoup d'argent assez pour aider ta maman et Thomas pour toujours ?» Les yeux de Sarah s'écarquillèrent, mais une hésitation y resta. « Je ne comprends pas. C'est simple.
dit Maxime en s'agenouillant à son niveau. Tu chantes une chanson sur une scène que j'organiserai, et je donnerai à ta famille 3 millions d'euros. Derrière lui, Richard poussa un cri étranglé de protestation. « Pourquoi feriez-vous cela » demanda Sarah son innocence, le désarmant un instant. « Disons que c'est un investissement dans un talent non découvert, » répondit Maxime avec aisance. « Qu'en dis-tu » Sarah regarda son petit frère qui s'endormait contre son épaule. « Je dois demander à maman. »« Bien sûr, » dit Maxime en se redressant, son costume hors de prix, toujours impeccable malgré sa position précédente. « Je lui parlerai moi-même. » Alors qu'il observait Sarah guider son frère vers la cuisine, Maxime ressentit une bouffée de satisfaction. Ce seraient les 3 millions les plus faciles qu'il n'aurait jamais à débourser. « Qu'est-ce que tu fais, Max » siffla Richard. Le sourire de Maxime était glacial. Prouver un point et obtenir un divertissement de grande valeur pour mon argent. Dans l'embrasure de la cuisine, Sarah Collin se retourna vers lui, son expression indéchiffrable. Pendant un bref instant, Maxime ressentit quelque chose d'étrange, un doute fugace. Il le chassa aussitôt. Le pari était lancé, le piège tendu, et Maxime Granier ne perdait jamais un pari. Les mains d'Élise Collin tremblaient tandis qu'elle lisait le contrat. De l'autre côté de la table, dans leur minuscule cuisine d'appartement, Maxime Granier siégeait avec une confiance impérieuse, son avocat debout, derrière lui silencieux. Sarah était dans la chambre avec Thomas, mais Élise percevait l'énergie anxieuse de sa fille à travers les cloisons minces. « Ce n'est pas possible », murmura Élise, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. À 35 ans, elle en paraissait 10 de plus, usée par le chagrin et le travail incessant depuis la mort de son mari 3 ans plus tôt. 3 millions d'euros, c'est bien réel. « Madame Collin, » répondit Maxime en consultant sa montre, « Patek Philippe. Tout cela pour une seule prestation de votre fille. Le lieu sera l'Opéra Garnier. J'ai déjà tout organisé. » Mais pourquoi ? Les yeux fatigués d'Élise se plissèrent de méfiance. Personne ne donne des millions sans raison. Maxime esquissa un mince sourire. Disons que j'ai une théorie sur les talents cachés. Votre fille en sera le sujet d'expérience. Tout le monde y gagne. Et si elle ne réussit pas, vous recevrez quand même 50 000 euros pour vos efforts, assez pour améliorer votre situation. Son regard balaya l'appartement avec dédain, s'attardant sur les meubles de seconde main et les taches d'humidité au plafond. Les joues d'Élise s'empourprèrent. Nous nous débrouillons. Richard Hay, qui avait insisté pour accompagner Maxime, se pencha en avant. « Madame Collin, vous devriez savoir. » Richard trancha Maxime sèchement. « Confidentialité, client. Elle mérite de savoir dans quoi elle s'engage, » insista Richard. « Dans quoi je m'engage » demanda Élise d'une voix dure. Avant que l'un des hommes ne réponde, Sarah apparut dans l'embrasure de la porte. Thomas, sur la hanche, malgré son poids, presque trop lourd pour ses petits bras. « Je veux le faire, maman, » dit-elle doucement. « Pour les médicaments de Thomas, pour une maison sans moisissure, pour que tu arrêtes de travailler 3 emplois. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. « Chérie, tu n'as pas besoin de ça. »« Je le veux, » répondit Sarah le menton levé, avec une détermination qui rappelait à Élise douloureusement son défunt mari. « Je n'ai pas peur de chanter. » Maxime se leva, en boutonnant sa veste de costume. « Maligne la petite. La prestation aura lieu dans 2 semaines. Mes collaborateurs vous transmettront les détails. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, la voix de Sarah l'arrêta. « Quelle chanson dois-je chanter, monsieur Granier ?» Il se retourna surpris par la question.
Il n'y avait pas réfléchi, persuadé que l'exercice serait de toute façon un désastre. Quelque chose de difficile, finit-il par dire. Un morceau qui impressionnerait les connaisseurs de musique. Comme ce que mon papa chantait, répondit Sarah avec une conviction inattendue. Il faisait de l'opéra avant de mourir. Il m'a appris quelques airs quand j'étais petite. Le masque de Maxime se fissura. De l'opéra Élise acquiesça lentement. Mon mari étudiait au Conservatoire de Paris quand nous nous sommes rencontrés. Après la naissance de Sarah, il a pris un emploi dans le bâtiment pour nous faire vivre. L'accident a eu lieu il y a 3 ans. Je vois, dit Maxime, recalculant intérieurement. Cela compliquait les choses, mais au fond, rien ne changeait. Une enfant interprétant de l'opéra serait encore plus risible. De l'opéra donc. Choisis le morceau que tu veux. Après leur départ, Richard affronta Maxime dans la voiture. C'est cruel même pour toi. Ils n'ont aucune idée que tu condamnes cet enfant à un échec public. Maxime regarda distraitement les rues de Saint-Denis, défiler par la vitre. Elle ne sera pas blessée, juste un peu humiliée peut-être, mais c'est un petit prix pour 50 000 €. Et si elle est réellement douée, Maxime éclata de rire. Une gamine à moitié formée venant d'un HLM de banlieue qui chanterait de l'opéra, ne sois pas ridicule. De retour à l'appartement, Sarah s'assit devant leur piano, d'occasion le trésor de son père, qu'Élise avait refusé de vendre même dans leurs pires moments financiers. « Tu es sûre de toi, ma chérie ?» demanda Élise, en regardant les petits doigts de sa fille planer au-dessus des touches. Sarah hocha la tête. Papa disait toujours que la musique était de la magie, qu'elle pouvait changer des vies. Ses doigts trouvèrent les premières notes de O mio babbino caro, l'air que son père lui avait appris phrase par phrase l'année précédant sa mort. Alors que les notes pures et simples emplissaient le petit appartement, Élise ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle se permit d'espérer. La salle de répétition de l'Opéra Garnier parut immense à Sarah, tandis qu'elle se tenait au centre dominé par le grand piano et les rangées de sièges vides. 2 semaines s'étaient écoulées dans un tourbillon de préparatifs. Maxime avait insisté pour fournir un professeur de chant, une femme sévère nommée Madame Hiver, qui semblait perpétuellement insatisfaite. Encore ordonna Madame Hiver en frappant l'accord d'ouverture. « Et souviens-toi de soutenir par le diaphragme, pas par la gorge. » Sarah inspira et recommença sa voix, tremblant légèrement sur les aigus de O mio babbino caro. Bien qu'elle ne comprenne pas tous les mots italiens, son père lui en avait enseigné le sens, une fille suppliant la bénédiction de son père. Madame Hiver s'arrêta brusquement. « Tu ne te connectes pas à l'émotion, ce n'est pas une comptine. » Les larmes montèrent aux yeux de Sarah, mais elle les retint. Dans un coin de la pièce, Thomas jouait tranquillement avec des cubes, tandis qu'Élise observait la répétition, l'inquiétude gravée sur son visage. « Peut-être que ça suffit pour aujourd'hui, » suggéra Élise en se levant de sa chaise. « Il reste 4 jours, » répondit froidement Madame Hiver. « À ce rythme, elle ne sera jamais prête. » La porte s'ouvrit, laissant entrer Maxime avec Richard. Ils avaient assisté à quelques répétitions. Maxime, de plus en plus satisfait de ce qu'il percevait comme l'incompétence de Sarah. Richard, de plus en plus mal à l'aise. « Comment va notre petite étoile ?» demanda Maxime, sa voix dégoulinant de faux encouragements. Madame Hiver secoua la tête. Techniquement, elle atteint les notes, mais il n'y a ni émotion, ni connexion. « Quel dommage, » dit Maxime, sans chercher à dissimuler son sourire. Mais le spectacle doit continuer. Élise se plaça instinctivement devant Sarah. Elle fait de son mieux. Bien sûr qu'elle fait de son mieux.
répondit Maxime avec douceur. C'est tout ce qu'on peut demander. Pendant qu'il parlait, Sarah s'approcha de la fenêtre donnant sur la place animée de l'Opéra Garnier. Des affiches annonçant son récital étaient placardées partout. Découvrez une étoile, Sarah Collin en concert. Le poids de tout cela lui tomba soudain sur les épaules. 3 millions d'euros. Les espoirs de sa mère. L'avenir de Thomas, tout reposait sur ses frêles épaules. Dans le reflet de la vitre, elle vit Maxime l'observer son expression calculatrice. Quelque chose dans la certitude de son échec fit naître en elle une étincelle de défi. Sarah se détourna de la fenêtre et marcha droit vers le piano. Sans attendre Madame Hiver, elle s'installa, inspira profondément et commença à chanter. Pas l'air d'opéra imposé, mais une berceuse que son père avait écrite pour elle, à sa naissance. La mélodie simple emplit la salle d'une chaleur inattendue. Sarah chanta les yeux clos, se souvenant de la voix de son père, de ses mains guidant les siennes sur les touches de sa promesse, que la musique pouvait parler quand les mots y échouaient. Quand elle eut fini la pièce, resta silencieuse. Même Thomas avait cessé de jouer pour écouter. Madame Hiver s'éclaircit la gorge. « D'où vient ça ? C'est mon papa qui l'a écrite, » répondit Sarah doucement. « C'est ce que je chante à Thomas quand il a peur. » Élise essuya ses larmes. Jean a toujours dit qu'elle avait un don. Le visage de Maxime s'était durci. Ce n'était pas prévu. Une enfant dotée d'un véritable héritage musical, avec une émotion authentique dans la voix. Mais il se reprit vite. « Charmant, dit-il d'un ton désinvolte. Mais l'opéra exige plus qu'une jolie voix chantant des berceuses. Le contrat stipule un morceau lyrique. Elle sera prête, » affirma Élise, avec une assurance nouvelle. Après leur départ, Richard resta un instant dans le couloir avec Maxime. « Tu as entendu ça ? Elle a du vrai talent, Max. Ça ne se passera pas comme tu l'attendais. » Maxime redressa sa cravate. Une petite chanson de famille émouvante, c'est loin d'un opéra à l'Opéra Garnier. Mon point reste valable. On ne fabrique pas un vrai talent de grande scène, surtout pas chez un enfant. Et si tu as tort, insista Richard. Alors j'honorerai notre accord, répliqua Maxime d'une voix raide. Mais je n'aurais pas tort. Pendant ce temps, dans les toilettes des dames, Sarah était debout sur un petit tabouret devant le lavabo, se lavant le visage. Élise l'observait partagée, entre fierté et peur. « Chérie, tu n'es pas obligée de faire ça. On peut rendre l'avance, trouver une autre solution. » Sarah croisa le regard de sa mère dans le miroir. « Je veux chanter, maman, pas seulement pour l'argent. Alors pourquoi ?» La réponse de Sarah vint avec une certitude au-delà de son âge. « Parce que quand je chante, je sens papa près de moi. Et peut-être que si je chante assez fort, d'autres le sentiront aussi. » Élise serra sa fille dans ses bras, retenant ses larmes. Dehors, Thomas attendait avec un agent de sécurité de l'opéra, qui s'était pris d'affection pour le petit. Lorsqu'ils sortirent, il tendit à Thomas une petite trompette jouée. « Une famille de musiciens, hein, dit-il, en souriant. J'ai entendu la petite chanter, ça m'a donné des frissons. » Dans le métro du retour, Sarah serra son frère contre elle, tandis qu'il soufflait maladroitement dans sa trompette jouée. Le son grinçant se mêlait au vacarme du train, mais pour Sarah, c'était parfait, le son des possibles. « On aura bientôt une vraie maison, Thomas, » chuchota-t-elle avec une pièce rien que pour la musique. Et tandis que le train grondait dans les tunnels sous Paris, Sarah commença à fredonner doucement son air d'opéra, sa voix se mêlant au rythme des rails. Cette fois, elle ne chantait pas seulement avec sa voix, mais avec son cœur empli des souvenirs de son père,
et de rêves pour l'avenir de sa famille. Le matin de la représentation, Sarah se réveilla au son de la toux de Thomas. Le râle sifflant et oppressant lui était familier et terrifiant une nouvelle crise d'asthme. Élise était déjà à son chevet, lui administrant l'inhalateur d'une main exercée. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda Sarah d'une petite voix dans la pénombre de l'aube. Élise hocha la tête avec tension. « C'est l'excitation, je pense, et le changement de temps. » Elle ne mentionna pas les moisissures incrustées dans les murs de l'appartement, que le propriétaire refusait de traiter et qui aggravèrent sans cesse les poumons fragiles de Thomas. Sarah observa la respiration laborieuse de son frère s'apaiser un peu. « Est-ce qu'on doit appeler le docteur Martinez ?»« Je lui ai déjà envoyé un message, » répondit Élise. « Elle passera avant son service à l'hôpital. » Le poids de la représentation du lendemain s'abattit sur Sarah. Avec une détermination renouvelée, elle se glissa hors de la chambre pour rejoindre le piano du salon. Ses doigts trouvèrent les touches sans lumière. « O mio babbino caro » jaillit de ses petites mains. La mélodie à la fois suppliante et questionnante résonnait doucement. Sarah ferma les yeux, se souvenant des conseils de son père. « La musique n'est pas dans ta voix, Sarah belle. Elle est dans ton cœur. Laisse les gens ressentir ce que tu ressens. » Un coup frappé à la porte la fit sursauter. Élise, encore en robe de chambre, alla ouvrir et découvrit Richard, hey dans le couloir, visiblement mal à l'aise. « Je suis désolé pour cette heure matinale, » dit-il sincèrement désolé. « J'avais besoin de vous parler en privé. J'avais besoin de vous parler en privé. » Élise, à contre-cœur, le laissa entrer, se tenant entre Richard et Sarah. « De quoi s'agit-il » Richard jeta un coup d'œil à Sarah, puis de nouveau à Élise. « Peut-être pourrions-nous parler seuls. Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant ma fille. » Richard soupira, ôta ses lunettes pour les nettoyer, une habitude nerveuse. « Madame Colin, il y a quelque chose que vous devez savoir sur les motivations de Maxime. Cette représentation n'est pas ce que vous croyez. » Il expliqua le pari de Maxime, sa conviction que le talent ne pouvait pas surgir de circonstances ordinaires, et son intention de le prouver en utilisant Sarah comme exemple public. Le visage d'Élise se durcit à chaque mot. « Il a piégé ma fille pour une sorte d'expérience sociale malsaine. J'ai essayé de l'arrêter, » dit Richard faiblement. « Je vous le dis seulement maintenant parce que je viens d'entendre Sarah répéter. Elle a un vrai talent, Madame Colin. Maxime ne s'y attend pas. » Sarah, qui écoutait, en silence, se leva du banc du piano. « Il pense que je vais échouer. » Richard hocha la tête à contre-cœur. Il a invité des critiques des médias, des personnalités importantes. C'est censé marquer les esprits. Au lieu des larmes ou de la colère que Richard attendait, l'expression de Sarah devint pensive. « Alors moi aussi, je devrais marquer les esprits ?» Élise posa ses mains protectrices sur les épaules de sa fille. « Nous annulons. C'est cruel et exploiteur. » Non, dit Sarah avec une fermeté surprenante. « Je veux chanter. Sarah, ma chérie, tu ne comprends pas. »« Je comprends. » Maman interrompit Sarah. « Monsieur Granier pense que des gens comme nous ne peuvent pas accomplir des choses extraordinaires. Papa voudrait que je lui prouve qu'il a tort. » Richard observa cet échange avec un respect grandissant pour la résilience de l'enfant. « Le contrat est juridiquement contraignant, Madame Colin. Si Sarah ne chante pas, vous devrez rendre l'avance. » Les épaules d'Élise s'affaissèrent. Elles avaient déjà utilisé cet argent pour les médicaments de Thomas et pour rattraper le loyer. « Il y a autre chose, » ajouta Richard, avec hésitation. « J'ai parlé avec Clara Dubois. » La professeure de chant lyrique demanda à Élise surprise. Richard acquiesça. « C'est une amie ?»
et elle a accepté de travailler avec Sarah, aujourd'hui vraiment pas comme Madame Hiver qui avait reçu l'ordre de ne pas l'aider. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Élise méfiante. « Parce que ce que fait Maxime est mal, » répondit Richard simplement. « Et parce que votre fille mérite une vraie chance. » À ce moment-là, Thomas apparut dans l'embrasure de la chambre, la respiration encore sifflante, mais les yeux brillants d'excitation. « Sarah chante aujourd'hui. » Sarah s'approcha de son frère, s'agenouillant à son niveau. « Pas aujourd'hui, mon grand. Demain. La plus grande chanson de toutes. » Thomas sourit. Moi j'aide Sarah le serra fort. « Tu m'aides déjà. Tu es mon meilleur public. » Après le départ de Richard, qui promit de revenir avec Clara Dubois l'après-midi même, Élise s'effondra sur leur vieux canapé. « Sarah, tu n'es pas obligée de faire ça. Nous trouverons une autre solution. » Sarah rejoignit sa mère, sa petite main, cherchant celle d'Élise. « Tu te souviens de ce que papa disait de la musique, que c'était la seule magie que la plupart des gens connaîtraient jamais. » Élise hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je veux faire de la magie demain, maman. Pas pour Monsieur Granier ni ses invités importants. Pour papa, pour Thomas, pour toi. » Alors que la lumière du matin filtrait à travers leurs rideaux fins, illuminant les particules de poussière dans l'air, Élise vit sur le visage de sa fille une détermination qui transcendait ses 8 ans. L'ébauche de la femme qu'elle deviendrait un jour. À l'extérieur de leur immeuble, Maxime Granier attendait dans sa Bentley au ralenti, observant Richard ressortir. Ses yeux se plissèrent en voyant son associé s'éloigner, sans remarquer la voiture. Maxime soupçonnait depuis un moment la sympathie croissante de Richard pour la famille Collin, mais une interférence directe était inattendue. « Suivez-le », ordonna-t-il à son chauffeur. Quoi que Richard prépare n'aurait pas d'importance. La représentation du lendemain était fixée, le public soigneusement sélectionné. La petite Collin échouerait spectaculairement et Maxime prouverait son point sur le mythe du talent naturel. Pourtant, en regardant l'immeuble délabré, une lueur d'inquiétude traversa ses pensées. Il l'écarta aussitôt. Tout se déroulait exactement comme prévu. L'Opéra Garnier bourdonnait d'impatience. Maxime n'avait reculé devant aucune dépense, s'assurant que l'auditorium soit rempli des plus grands critiques musicaux de Paris, de directeurs d'institutions de mondains et de médias. Le récit qu'il avait façonné était séduisant, une prodige, découverte dans la banlieue la plus défavorisée, une Cendrillon moderne. Dans les coulisses, Sarah se tenait dans une simple robe bleue, choisie avec l'aide de Clara Dubois, élégante mais adaptée à son âge. La professeure avait accompli des miracles en une seule journée, non pas en transformant la technique de Sarah, mais en l'aidant à connecter sa profondeur émotionnelle naturelle aux aspects techniques du morceau. « Souviens-toi », dit Clara, en s'agenouillant pour un dernier mot d'encouragement. « Le public disparaît quand tu fermes les yeux. Il n'y a plus que toi et la musique. » Sarah hocha la tête, les mains, serrant nerveusement le médaillon contenant une photo de son père. « Et si j'oublie les paroles, l'orchestre sait continuer, » la rassura Clara. « Mais tu n'oublieras pas, cette chanson est dans ton cœur maintenant. » Tout près, Élise essayait de calmer Thomas, surexcité par la grandeur du lieu. Sa respiration allait mieux ce jour-là, mais elle gardait l'inhalateur à portée de main. Richard avait arrangé les choses pour qu'il puisse regarder depuis les coulisses, afin que Thomas ne perturbe pas la représentation, tout en voyant sa sœur. Au premier rang de l'auditorium, Maxime siégeait avec une confiance absolue, aux côtés du docteur Dupont, dont le défi avait déclenché toute cette affaire. Quelle affluence, remarqua le docteur, en observant la salle comble. On croirait presque que vous lancez réellement la carrière d'un enfant,
plutôt que d'essayer de prouver un point. Maxime esquissa un sourire mince. Plus le public est grand, plus la leçon sera claire. Et si elle vous surprend, elle ne le fera pas, dit Maxime, d'un ton définitif. Les lumières s'éteignirent, et un silence solennel envahit la salle. Le chef d'orchestre apparut, sous des applaudissements polis, suivi du premier violon. L'orchestre s'accorda leur son collectif gonflant dans la salle. Puis Sarah entra sur la vaste scène. Plusieurs spectateurs réagirent bruyamment à sa petite taille, sa jeunesse évidente, rendant le décor grandiose presque absurde. Elle paraissait minuscule face à l'orchestre complet. Maxime se pencha légèrement en avant, anticipant la catastrophe qui allait se produire. C'était le moment où son point serait prouvé. Le talent ne pouvait être fabriqué ni trouvé par hasard. Il se cultivait au fil de générations de privilèges et d'opportunités. Le chef d'orchestre fit signe à Sarah. Les premières notes de O mio babbino caro emplirent la salle. Sarah resta figée, les yeux écarquillés de terreur, en fixant la mère de visage. Les lèvres de Maxime s'incurvèrent en un sourire satisfait. La fillette était paralysée par le trac, exactement comme il l'avait prévu. 5 secondes passèrent. 10. L'orchestre continua de jouer, mais Sarah restait muette, la bouche entr'ouverte, aucun son n'en sortant. Des murmures parcoururent la salle. Quelqu'un ricana. Un critique de la 3e rangée prit une note sur son programme. Depuis les coulisses, Thomas lança soudain d'une voix claire « Chante Sarah, pour papa ». Sa voix haute et pure traversa l'auditorium silencieux. Plusieurs personnes se retournèrent pour trouver la source de l'interruption. Élise tenta de le faire taire, mais le mal était fait. Pourtant, quelque chose dans la voix de son frère sembla ancrer Sarah. Elle ferma les yeux, inspira profondément, et quand l'orchestre reprit l'introduction au signal du chef, elle se mit à chanter. Les premières notes furent hésitantes, à peine audibles par-dessus l'orchestre. Mais ensuite, comme si elle puisait du courage, à chaque phrase, sa voix se renforça. Au premier crescendo, le public tout entier s'était figé. La pureté de son timbre, l'authenticité émotionnelle, qu'aucune technique n'enseigne, emplissaient la salle d'une intensité transcendante. Sarah ne chantait pas avec la perfection technique d'un adulte formé, mais avec quelque chose de plus précieux, l'émotion brute sans filtre d'une enfant qui connaissait la perte et qui chantait à la fois depuis la douleur et l'espérance. Le sourire suffisant de Maxime s'effaça. Ce n'était pas la catastrophe attendue. La fillette n'était pas seulement convenable, elle était extraordinaire d'une manière que les adultes formés atteignaient rarement. Elle chantait avec tout son être son petit corps, canalisant des émotions bien au-delà de son âge. À mesure que l'air atteignait son climax, des larmes coulaient sur les joues de Sarah. Pourtant sa voix restait claire et vraie. Elle ne jouait plus, elle communiquait racontant son histoire, celle de sa famille, à travers les notes de Puccini. Quand elle tint la note finale, puis la relâcha doucement dans le silence de la salle, il y eut un instant de silence absolu. Cette pause sacrée, qui ne suit que les prestations les plus bouleversantes. Puis comme un barrage qui cède la salle, explosa. Les spectateurs se levèrent d'un seul élan. Les applaudissements tonnèrent dans l'auditorium. Quelqu'un cria, brava, d'autres pleuraient ouvertement. Maxime resta assis, le visage impassible, tandis que l'ovation continuait autour de lui. Le docteur Dupont se pencha vers lui, son expression plus douce que triomphante. « Il semble, mon ami, que le talent trouve son chemin dans les vases les plus inattendus. » Sur scène, Sarah se tenait déconcertée par la réaction.
Elle avait été si absorbée par la musique qu'elle avait oublié le public. Confrontée à leurs réponses bouleversantes, elle chercha du regard les coulisses où sa mère se tenait avec Thomas. Élise sanglotait, serrant Thomas, qui sautillait d'excitation. Richard se tenait à leur côté, partagé entre admiration et sentiment de justice rendue. Alors que Sarah s'inclinait maladroitement, ses yeux croisèrent ceux de Maxime, au premier rang, le seul à rester assis, au milieu de l'ovation debout. Leurs regards se verrouillèrent. En cet instant, quelque chose passa entre eux, une compréhension, un défi relevé. L'expression de Sarah n'était ni triomphante, ni arrogante. Elle était simplement sincère, comme pour dire « Voilà qui je suis, voilà ce que la musique signifie pour moi ». Maxime sentit quelque chose se fissurer en lui, une pierre angulaire de sa vision du monde, se brisant sous le poids d'une évidence indéniable. Pour la première fois depuis des années, il fut forcé de reconsidérer une croyance profondément ancrée. Les applaudissements continuaient sans aucun signe de faiblir. Les critiques tapaient déjà sur leur téléphone. Les gros titres du lendemain s'écrivaient à cet instant. Sarah Collin, 8 ans sans formation formelle, avait fait bien plus que réussir une épreuve inattendue. Elle avait révélé une vérité sur le talent, sur l'humanité, sur la nature démocratique des dons qui apparaissent, où ils veulent sans égard, aux circonstances ni aux privilèges. Et Maxime Granier, qui avait orchestré cet événement comme une leçon cruelle, se retrouvait à recevoir une éducation qu'il n'avait jamais anticipée. Le matin suivant la prestation de Sarah, l'appartement des Collin bourdonnait d'activité. Le téléphone d'Élise ne cessait de sonner. Des appels de journalistes, de maisons de disques, d'agences artistiques. Sarah, assise au piano, apprenait une mélodie simple à Thomas, tandis que le chaos les entourait. « Je ne comprends pas, dit Élise à Richard, arrivé tôt avec du café et des journaux. Comment ont-ils tous su où nous habitons ?» Richard eut un air désolé. La machine médiatique de Maxime. Il avait beaucoup promu l'événement, souvenez-vous. Maintenant, ça lui échappe complètement. Il étala plusieurs journaux sur leur petite table. Tous parlaient de Sarah. Une prodige de la banlieue stupéfie l'Opéra Garnier. À 8 ans, une sensation lyrique, la voix d'un ange venu des HLM. Élise s'effondra sur une chaise. C'est écrasant. Un coup frappé à la porte fit taire la pièce. Richard ouvrit et découvrit Maxime Granier, inhabituellement négligé. Son costume d'ordinaire impeccable était froissé, ses yeux marqués par le manque de sommeil. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, sans son ton habituel d'autorité. Élise acquiesça prudemment. Sarah observait depuis le banc du piano, Thomas serré contre elle. Maxime entra parcourant l'appartement d'un nouveau regard, ne voyant plus la misère, mais les signes d'un foyer, aimant les dessins de Thomas, accrochés au réfrigérateur, les photos de famille soigneusement disposées, le piano usé, qui avait produit une musique extraordinaire. « Je viens honorer notre accord, » dit Maxime, en posant une chemise de documents sur la table. 3 millions d'euros comme promis. Élise fixa la chemise sans la toucher. « Pourquoi ?»« Parce qu'un accord est un accord, » répondit Maxime. « Votre fille a rempli sa part admirablement. »« Ce n'est pas ce que je veux dire, » reprit Élise. « Pourquoi avoir fait cela? Avoir piégé ma fille? Avoir voulu la ridiculiser en public ?» Le regard de Maxime se posa sur Sarah, qui le soutint fermement. « Je croyais prouver quelque chose sur le talent et le privilège. Votre fille m'a prouvé que j'avais tort. » Il s'interrompit, semblant lutter avec l'aveu. «
Je n'ai jamais été aussi heureux de perdre un pari. » Richard resta bouche bée devant cette franchise. Ce n'était pas le businessman calculateur qu'il connaissait. « Et maintenant ?» demanda Élise sans toucher la chemise. « C'est entièrement à vous de décider, » répondit Maxime. « Mais j'aimerais faire une autre proposition. » L'expression d'Élise se durcit. « Nous ne sommes pas des bêtes de cirque pour votre amusement. » Rien de tel, assura Maxime rapidement. « J'aimerais créer une fondation au nom de Sarah, pour les enfants musiciens, issus de milieux défavorisés. Votre fille en serait la première bénéficiaire, avec des bourses complètes, dans l'école de votre choix, une formation adaptée des opportunités de concert, mais uniquement si elle le souhaite. » Le silence tomba dans la pièce, chacun absorbant cette offre inattendue. « Et qui gagnez-vous » demanda Élise avec suspicion. « L'occasion de corriger une erreur, » répondit Maxime simplement, « et peut-être une rédemption. » Sarah glissa du banc du piano et s'approcha de lui. Malgré sa petite taille, il y avait dans son port une dignité certaine. « Est-ce que vous avez aimé mon chant, monsieur Granier ?» demanda-t-elle directement. Maxime s'agenouilla à son niveau geste qu'il avait déjà fait avec condescendance, mais qu'il faisait maintenant avec un vrai respect. « Ton chant était la plus belle chose que j'ai jamais entendue, Sarah. Il m'a rappelé des choses que j'essayais d'oublier depuis très longtemps. » Comme quoi Maxime hésita, puis répondit avec une honnêteté inattendue. « Comme ce que ça fait de créer quelque chose juste parce qu'on l'aime pas, parce que les autres l'attendent. Je connaissais ce sentiment autrefois. » Thomas trottina vers lui, le regardant avec curiosité. Toi triste, Maxime esquissa un sourire. Pas triste, pas exactement. Je réfléchis juste autrement. Élise les rejoignit, posant des mains protectrices sur ses enfants. Nous avons besoin de temps pour réfléchir à votre offre, monsieur Granier. Tout cela va très vite. Bien sûr, dit Maxime en se redressant. Prenez tout le temps nécessaire. L'argent est à vous, quelle que soit votre décision concernant la fondation. » Alors qu'il se tournait pour partir, la voix de Sarah l'arrêta. « Monsieur Granier, voulez-vous entendre ce que j'apprends à Thomas ?» Quelque chose de vulnérable traversa le visage de Maxime. « J'en serais très honoré. » Sarah retourna au piano, guidant les petits doigts de Thomas sur les touches d'une mélodie simple, la berceuse que leur père avait écrite. Les notes pures et innocentes emplirent l'appartement, le transformant en un espace presque sacré. Quand ils eurent fini, Maxime s'éclaircit la gorge, luttant contre une émotion inattendue. « C'était magnifique. Merci. » Dehors, alors qu'il rejoignait la voiture, Richard posa enfin la question qui le taraudait depuis la représentation. « Qu'est-ce qui a changé, Max? Tu n'as jamais été comme ça. » Maxime resta silencieux un long moment, observant un groupe d'enfants jouer sur le trottoir en face. Quand Sarah a chanté, j'ai repensé à quelque chose que j'avais passé des années à vouloir oublier. « Quoi donc ?» demanda Richard. « Que moi aussi je faisais de la musique autrefois, » répondit Maxime doucement, « avant que mon père ne me convainque que c'était une poursuite inutile, avant que j'apprenne à mesurer toute chose à sa valeur monétaire. » Il leva les yeux vers l'immeuble délabré. « Cette petite fille possède quelque chose que j'ai perdu depuis longtemps, Richard. Quelque chose qui vaut plus que toutes les sommes sur mes comptes en banque. Et maintenant, qu'allez-vous faire ?» demanda Richard. Maxime redressa les épaules, une nouvelle détermination dans le regard. « Je vais construire la plus belle académie de musique que Paris s'ait jamais vue. Et ensuite je vais trouver toutes les Sarah Collin qui existent et m'assurer qu'elles aient ce qu'il faut pour être entendues. » Alors que leur voiture s'éloignait du trottoir, le son du piano de Sarah descendait par la fenêtre ouverte de l'appartement,
Une mélodie simple portant la promesse d'une transformation, non seulement pour une famille, mais peut-être aussi pour un homme qui avait oublié la vraie valeur de ce qu'il avait jadis aimé par-dessus tout. 3 mois après la représentation de Sarah, la famille Collin emménagea dans une maison de ville cossue du Marais. Les 3 millions d'euros avaient été placés dans une fiducie avec des parts destinées aux soins médicaux de Thomas, à l'éducation de Sarah et à une allocation confortable pour Élise. Sarah était assise devant un piano, à queue flambant neuf, un cadeau de pendaison de crémaillère, offert par Maxime, répétant ses gammes sous l'œil attentif de Madame Beaumont, une professeure de chant renommée qui avait formé certains des plus grands chanteurs lyriques du monde. Encore dit Madame Beaumont, soutien par le diaphragme, pas par la gorge. Sarah s'exécuta sa confiance, grandissant à chaque séance, exigeante mais bienveillante. Madame Beaumont n'avait rien à voir avec Madame Hiver. Elle voyait clairement le don de Sarah et le nourrissait avec un soin sincère. Dans le jardin derrière leur nouvelle maison, Élise regardait Thomas jouer sur une balançoire. Son asthme s'était considérablement amélioré dans cet environnement plus sain, loin de la moisissure et de la pollution de leur ancien logement. « Maman, regarde comme je monte. Oh !» cria Thomas, son rire résonnant dans l'air vif d'automne. Élise sourit encore, en train de s'habituer à leur nouvelle réalité. La sécurité de savoir que les besoins médicaux de Thomas étaient couverts, que Sarah pouvait poursuivre sa passion, qu'il n'aurait plus jamais à craindre une expulsion. Tout cela lui paraissait irréel. La sonnette retentit. Élise trouva Maxime sur le pas de la porte, plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. Fini l'homme d'affaires impérial en costume, sur mesure. Aujourd'hui, il portait un jean et un pull décontracté, les cheveux légèrement ébouriffés. « Ce n'est pas un mauvais moment », demanda-t-il avec une considération nouvelle qui continuait de la surprendre. « Sarah est au milieu d'une leçon », répondit Élise. « Mais elle aura bientôt terminé. » Maxime hocha la tête. « En fait, je voulais d'abord vous parler. » Ils s'installèrent dans la cuisine, où Élise venait de faire des biscuits, un luxe qu'elle pouvait désormais s'offrir. La maison était remplie de touches chaleureuses impossibles dans leur ancien appartement exigu. « Les statuts de la fondation sont finalisés », annonça Maxime en posant un dossier sur le comptoir. La fondation musicale, Sarah Collin, est officiellement créée avec une dotation initiale de 50 millions d'euros. Élise en lâcha presque sa tasse de café. 50 millions. L'expression de Maxime resta sérieuse. Je voulais que cela ait un réel impact. Nous avons déjà identifié 12 enfants, avec un talent exceptionnel, mais très peu de moyens. Avec votre accord, ils seront les premiers boursiers. Mon accord ? Demanda Élise confuse. Vous êtes la directrice de la fondation, expliqua Maxime. Si vous le souhaitez, personne ne connaît mieux que vous ce dont ces familles ont besoin. Élise le fixa, cherchant l'homme calculateur, qui avait autrefois considéré sa fille comme un pion dans un pari cruel. Cet homme avait disparu remplacé par quelqu'un qu'elle avait du mal à reconnaître. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demanda-t-elle enfin. Maxime resta silencieux un moment. « Savez-vous ce que mon père m'a dit quand je lui ai confié que je voulais étudier la musique? Les musiciens sont des serviteurs, Maxime. Les graniers ne servent pas, ils commandent. J'avais 10 ans. » L'expression d'Élise s'adoucit, empreinte de compréhension. « Sarah n'a pas seulement prouvé que j'avais tort sur le talent, » continua Maxime. « Elle m'a rappelé qui j'aurais pu être. » De la salle de musique, la voix de Sarah s'éleva dans ses gammes, pure et puissante, malgré son jeune âge. « Elle progresse remarquablement » observa Maxime.
Madame Beaumont dit qu'elle n'a jamais vu un talent aussi naturel. Élise acquiesça. Mais plus importante encore, elle est heureuse. Parfois je la surprends, en train d'apprendre de petites chansons à Thomas au beau milieu de la nuit. La musique n'est pas seulement quelque chose qu'elle fait, c'est ce qu'elle est, comme si son nom l'avait appelée. Sarah apparut dans l'embrasure de la porte, sa leçon terminée. « Monsieur Granier » s'exclama-t-elle, le visage illuminé. « Vous l'avez apporté, Maxime ?» Sourit sortant de son sac une reliure en cuir. Comme promis, les compositions originales de mon arrière-grand-père. J'ai pensé que cela pourrait t'intéresser. Sarah accepta le précieux héritage avec des mains révérentes. Merci de me faire confiance avec ça. Je ne vois pas de meilleure gardienne, répondit Maxime avec sincérité. Alors que Sarah feuilletait avec enthousiasme les pages jaunies de musique, Élise remarqua l'étincelle dans les yeux de Maxime en la regardant. Ce n'était plus l'évaluation calculatrice d'un investisseur, mais la joie authentique de quelqu'un qui retrouvait enfin quelque chose de précieux qu'il croyait perdu à jamais. Ce n'était plus l'évaluation calculatrice d'un investisseur, mais la joie sincère de quelqu'un qui redécouvrait un trésor longtemps perdu. Dans le jardin, les rires de Thomas se mêlaient au fredonnement de Sarah, créant une bande-son de bonheur, simple qui emplissait leur nouveau foyer de vie. Encore marmonna Maxime, ses doigts trébuchant sur les touches du piano. Il s'exerçait depuis des heures dans le studio privé qu'il avait aménagé dans son appartement parisien, un espace inconnu de ses associés. Le morceau était une composition de son arrière-grand-père, une pièce complexe qu'il jouait autrefois sans effort, enfant. À présent, après 20 ans, loin de la musique, ses doigts semblaient maladroits, déconnectés des mélodies de son esprit. Son téléphone vibra, saturé de messages du bureau. Le conseil d'administration s'inquiétait de ses récentes décisions, en particulier du don massif à la fondation musicale Sarah Cullen. Richard couvrait ses arrières, mais les questions se multipliaient. Maxime ignora les messages se concentrant sur la musique. Chaque répétition était un exercice d'humilité, un rappel de ce qu'il avait sacrifié pour la réussite. La sonnette interrompit sa frustration. En ouvrant, il trouva Sarah et Élise venues pour leur dîner mensuel, une tradition née de leur improbable amitié. « Nous avons apporté le dessert », annonça Sarah, brandissant une tarte maison. À 9 ans maintenant, elle se tenait avec une assurance tranquille, son apprentissage musical perceptible dans sa diction précise et ses gestes gracieux. « J'espère que nous ne dérangeons pas, dit Élise, en apercevant le piano ouvert. « Pas du tout, assura Maxime, bien que des partitions éparpillées sur le sol trahissaient sa lutte. Thomas s'élança aussitôt vers le piano, à queue. À 3 ans, il était fasciné par tout instrument, même s'il n'avait pas le talent extraordinaire de sa sœur. Doucement, Thomas prévint Élise, alors qu'il appuyait, au hasard, sur les touches. « Ce n'est rien dit, Maxime, en observant sa joie. La musique doit être jouée, pas préservée sous verre. » Au dîner, Sarah annonça la nouvelle de son premier récital prochain au conservatoire. « Madame Beaumont dit que je suis prête, mais je suis encore nerveuse. La nervosité signifie que tu tiens à ce que tu fais, » répondit Maxime. « Moi aussi, je suis nerveux avant mes grandes présentations. » Vous s'étonna Sarah, mais vous semblez toujours si confiant. Maxime rit. C'est juste un jeu d'acteur. Le secret, c'est d'utiliser cette nervosité, pas de la combattre. Après le dîner, tandis qu'Élise aidait Thomas avec le dessert, Sarah s'approcha du piano. « Voulez-vous jouer quelque chose pour moi, des compositions de votre arrière-grand-père » Maxime hésita. « Je suis plutôt rouillé, tu sais. » L'expression de Sarah était pleine de sincérité.
Je les étudie, mais j'aimerais entendre comment elles devraient sonner. Impossible de refuser. » Maxime s'assit au piano. Il choisit le morceau le plus simple, dont il se souvenait, une berceuse que sa mère lui jouait, avant que l'influence de son père n'éteigne leur lien musical. Son exécution fut imparfaite, hésitante, émaillée de fausses notes. Pourtant, peu à peu, la musique se remit à couler en lui la mémoire musculaire, se réveillant après des décennies de silence. Quand il eut terminé, Sarah le regardait avec une compréhension au-delà de son âge. « Vous jouiez beaucoup autrefois, n'est-ce pas ?» Maxime acquiesça. Il y a une vie de cela. Pourquoi avoir arrêté? La question flottait dans l'air simple mais profonde. On m'a appris que la réussite signifiait certaines choses, répondit Maxime avec précaution. Et la musique n'en faisait pas partie. Sarah réfléchit. Mais aujourd'hui, vous êtes un homme réussi. Vous pouvez décider vous-même ce que la réussite signifie non. Depuis la cuisine. Élise observait leur échange avec un mélange d'étonnement et de gratitude. L'amitié improbable entre le millionnaire et sa fille avait guéri quelque chose en chacun d'eux. Plus tard, alors qu'elle se préparait à partir, Maxime remit à Sarah un petit écrin de velours. Pour ton récital, à l'intérieur reposait un délicat bracelet en argent, orné d'une seule note de musique. Il appartenait à ma mère, expliqua Maxime. Elle aurait voulu que tu l'aies. Sarah le remercia, les yeux brillants de larmes. Maxime ressentit alors quelque chose qu'il n'avait plus connu depuis des années. La joie simple de donner sans calcul, de se connecter, sans arrière-pensée. Après leur départ, au lieu de retourner à ses courriels urgents, Maxime se rassit au piano. Cette fois, il joua non pour s'entraîner ou atteindre la perfection, mais pour le plaisir pur de créer. Il se reconnecta avec l'enfant, qu'il avait été celui qui aimait la musique avant d'aimer le pouvoir. L'auditorium du conservatoire se fit silencieux lorsque Sarah prit place au piano, à queue. 6 mois d'entraînement intensif avaient transformé son talent brut en un art discipliné. Ce soir marquait son premier récital officiel dans le prestigieux programme préparatoire. Au premier rang, Élise tenait Thomas sur ses genoux, son excitation difficile à contenir. À leur côté, Maxime ajustait nerveusement sa cravate, plus anxieux qu'il ne l'avait jamais été pour une présentation d'affaires. Le programme de Sarah était ambitieux, un prélude de Bach, suivi de Chopin, et pour conclure un air qu'elle accompagnerait elle-même. À 9 ans, elle était la plus jeune interprète de la soirée. Pourtant sa présence sur scène n'évoquait rien de la terreur de ses débuts à l'Opéra Garnier. Alors que ses doigts touchaient les touches, Maxime se surprit à retenir son souffle. La transformation était remarquable. L'enfant prodige était devenu une jeune artiste concentrée. Chaque note était volontaire, chaque phrase façonnée, avec une musicalité intuitive qui démentait son âge. Dans le public, plusieurs membres du conseil de son entreprise observaient avec intérêt. Ils étaient venus sur la suggestion de Richard, curieux de voir l'enfant qui avait provoqué le changement radical de priorité de leur PDG. Après la prestation, lors d'une petite réception, Maxime présenta Sarah à ses collègues. Elle les séduisit sans effort, parlant de musique, avec une intelligence passionnée. Remarquable, dit Victoria Harrington, la plus sceptique des administratrices. Je comprends mieux ta fondation maintenant, Maxime. Je ne fais qu'offrir des opportunités, répondit Maxime. Le talent a toujours été là. Alors que la réception se poursuivait, Maxime remarqua Sarah s'éclipser vers une salle de répétition. Il la suivit et la trouva assise tranquillement au piano, ses doigts immobiles sur les touches. « Tout va bien ?» demanda-t-il. «
Tu étais magnifique ce soir. » Sarah leva les yeux, le visage troublé. « Tu crois que papa serait fier de moi ?» La question prit Maxime au dépourvu. « Je n'ai jamais rencontré ton père, mais je n'imagine pas qu'il puisse être autre chose qu'extraordinairement fier. Parfois, je n'arrive plus à me souvenir de sa voix. » Avoua Sarah sa maîtrise se fissurant par petits morceaux, la façon dont il riait ou chantait certaines notes. Maxime s'assit à côté d'elle sur le banc. Ma mère disait que la musique, c'est la mémoire rendue audible. Peut-être qu'en jouant, tu le fais revivre de la manière la plus importante. Sarah réfléchit, puis posa ses petites mains sur les touches, jouant la berceuse que son père avait composée. Maxime écouta, reconnaissant le don profond qu'il avait reçu, assister au cheminement de cet enfant, être digne de sa confiance dans ses doutes comme dans ses triomphes. Dehors, derrière la vitre, Élise observait Thomas, endormi contre son épaule. Richard la rejoignit, se tenant à distance respectueuse. « Il a changé, » dit-il à voix basse. « En 20 ans, je ne l'ai jamais vu comme ça. » Élise hocha la tête. Sarah a cet effet sur les gens. Elle voit au-delà de toutes les barrières que nous dressons. Le conseil est impressionné, ajouta Richard. Le travail de la Fondation est extraordinaire. 12 bourses déjà. Le chantier de l'Académie doit commencer le mois prochain. Ce n'était jamais pour impressionner qui que ce soit, répondit Élise. Plus maintenant. Alors que la berceuse de Sarah touchait, à sa fin Maxime posa ses mains sur les touches à côté des siennes. Hésitant d'abord, il entama une contre-mélodie, une harmonie qui complétait la composition du père de Sarah. La fillette le rejoignit ajoutant des ornements, et tous deux improvisèrent ensemble, créant quelque chose de nouveau. Derrière la vitre, Élise et Richard observaient ce duo inattendu, le millionnaire et l'enfant prodige, créant une musique qui n'appartenait à aucun des deux, mais en même temps aux deux. « Il a retrouvé son chemin », murmura Richard. Élise sourit. Ils l'ont retrouvé tous les deux. 1 an plus tard, des retards de chantier accablaient le site de la future académie musicale, Sarah Collin. Maxime arpentait les fondations boueuses, se disputant avec les entrepreneurs, tandis que la pluie tombait à verse. 6 mois de retard, c'est inacceptable, lança-t-il, son ton autoritaire, d'autrefois réapparaissant. Nous avons des élèves qui doivent commencer en septembre. Le chef de chantier avait l'air épuisé. Monsieur Granier, les problèmes structurels n'étaient pas prévisibles. Tout l'aile doit être renforcé. Maxime passa une main dans ses cheveux trempés. Trouver une solution. L'argent n'est pas le problème, c'est le temps. De retour dans sa voiture, il consulta ses messages. Le conseil de son entreprise le pressait de revenir à une direction à plein temps. Son rôle réduit depuis 1 an avait coïncidé avec une baisse de 15% de la valeur des actions. Les actionnaires étaient nerveux. Son téléphone sonna. C'était Élise, Maxime, c'est Thomas. La voix lui glaça le sang plus que ses vêtements trempés. Que s'est-il passé? Nous sommes à l'hôpital Necker. Son asthme. C'est grave cette fois. Ils l'ont admis en soins intensifs. J'arrive. À l'hôpital, Maxime trouva Élise dans la salle d'attente. Sarah était recroquevillée contre elle, toutes deux épuisées. Les médecins disent que c'est une pneumonie, expliqua Élise, la voix rauque. L'asthme a tout compliqué. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Maxime s'assit à côté d'elle, les soucis d'affaires balayés. Depuis 1 an, Thomas était devenu précieux à ses yeux. La joie spontanée de ce petit garçon lui rappelait sans cesse l'essentiel. « Où est-il » demanda-t-il. « Ils font des examens » répondit Élise. « Seule la famille d'immédiate est autorisée. » Maxime hocha la tête, ressentant cette limite douloureusement. Pour toute sa richesse et son influence,
Il ne pouvait pas franchir ses portes avec lui. Il ne pouvait pas réparer cela avec de l'argent, ni avec des relations. Sarah leva vers lui des yeux rougis par les larmes. J'ai essayé de chanter pour lui avant l'ambulance. Ça l'aide toujours quand il n'arrive pas à respirer. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Maxime passa un bras autour d'elle. « Ce n'est pas ta faute, Sarah. Les médecins vont l'aider. » Les heures passèrent. Richard arriva avec de la nourriture que personne ne toucha. Enfin, un médecin s'approcha, l'expression grave. « Madame Collen, l'état de Thomas s'est stabilisé, mais je suis inquiet de la fréquence de ses crises. Les lésions à ses poumons sont progressives. Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Élise, la gorge serrée. « Il a besoin d'un traitement disponible uniquement dans le cadre d'un essai clinique à l'hôpital Necker-Enfants malades, » répondit le médecin. « C'est expérimental, mais les résultats sont prometteurs. »« Alors nous irons à Necker, » dit Élise, aussitôt. Le médecin hésita. L'essai a des places limitées. Il y a une liste d'attente. Maxime fit un pas en avant. « Que pouvons-nous faire pour qu'il y soit admis ? Ce n'est pas une question d'argent, monsieur Granier, » expliqua le médecin en le reconnaissant. « C'est une question de critères médicaux et de protocoles. Thomas est éligible sur le plan clinique, mais d'autres enfants attendent depuis plus longtemps. » Pour la première fois depuis des mois, Maxime se sentit véritablement impuissant. Ses relations. Sa fortune, rien de tout cela ne pouvait garantir ce dont Thomas avait le plus besoin. Plus tard, tandis que Sarah s'était enfin endormie, la tête posée sur les genoux d'Élise, Maxime passa des coups de fil dans le couloir de l'hôpital. Experts médicaux, fondation de recherche, laboratoire pharmaceutique. Aucune solution immédiate. De retour dans la salle d'attente, il trouva Élise éveillée, le regard chargé de compréhension. Certaines choses ne peuvent pas être réglées avec de l'argent ou de l'influence, dit-elle doucement. Maxime s'assit lourdement à côté d'elle. Je n'ai pas l'habitude de me sentir impuissant. Bienvenue dans la parentalité, répondit Élise avec un triste sourire. Même quand on donnerait tout, absolument tout. Parfois, il ne reste qu'à attendre et espérer. Maxime la regarda frappé par sa force tranquille face à l'incertitude. « Comment fais-tu pour tenir ?»« Un instant à la fois, » répondit-elle simplement. « Et je ne suis plus seule. » Elle lui prit la main, un geste de solidarité qui l'émut profondément. Ensemble, ils regardèrent Sarah dormir le visage troublé, même dans ses rêves, tandis que quelque part dans l'hôpital, Thomas luttait pour respirer. L'Académie musicale Sarah Collen ouvrit ses portes avec 4 mois de retard, mais avec le double de la capacité prévue. Maxime avait refusé de transiger sur la qualité exigeante des équipements de pointe pour les 87 élèves boursiers venus de tout Paris et de sa banlieue. Mais ce jour d'inauguration, ni Maxime, ni la famille Collen n'étaient présents à la cérémonie. Ils se trouvaient à Necker, où Thomas avait enfin obtenu une place dans l'essai thérapeutique après 3 mois d'attente angoissante. Sarah, désormais, âgée de 10 ans, était assise dans une salle de jeu de l'hôpital, enseignant la musique à des enfants en traitement. Son propre récital et sa formation avaient été mis en pause pendant que la famille s'était temporairement installée à proximité de l'hôpital pour être auprès de Thomas. « Comme ça », dit-elle en guidant les doigts d'une petite fille portant une sonde d'alimentation sur un clavier portatif. « Voilà, tu joues Mozart. » Le sourire émerveillé de l'enfant fut aussitôt reflété sur les visages des parents qui observaient. En peu de temps, Sarah était devenue une présence adorée, des patients apportant de la musique dans un environnement stérile. Maxime la regardait depuis l'encadrement de la porte, le cœur rempli.
La fondation qui portait son nom soutenait désormais des programmes similaires de musicothérapie dans des hôpitaux pédiatriques à travers tout le pays, une expansion inspirée par ce qu'ils avaient vécu ici. Élise le rejoignit 2 cafés à la main. Des nouvelles. Les derniers résultats sont encourageants, répondit Maxime. Le docteur Chen dit que la capacité pulmonaire de Thomas s'est améliorée de 18%. Le soulagement d'Élise était palpable. Il a demandé son petit piano jouet ce matin pour la première fois depuis des semaines. Les mois écoulés avaient été les plus difficiles de leur vie. L'état de Thomas s'était aggravé avant de s'améliorer, mettant à l'épreuve la foi et la résilience de chacun. Pendant tout ce temps, Sarah avait été leur ancre, sa musique apportant du réconfort dans les moments les plus sombres. La réunion du conseil commence dans 10 minutes, rappela doucement Élise. Maxime acquiesça, bien qu'à Paris, physiquement, ses responsabilités d'entreprise continuaient. Cette visioconférence allait déterminer s'il devait reprendre la direction à temps plein ou se consacrer définitivement à la fondation. « Tu devrais retourner à ton entreprise, » dit Élise, à l'improviste. Maxime la regarda avec étonnement. « Je suis nécessaire ici. L'essai fonctionne, Thomas s'améliore. Mais la société que tu as bâtie souffre sans toi. L'entreprise survivra, » répondit Maxime. « Certaines choses sont plus importantes. » Élise l'observa attentivement. « Est-ce vraiment ce qui est le mieux pour tout le monde? Ou bien fuis-tu simplement l'homme que tu étais avant ?» La question toucha une corde sensible. Il était vrai que Maxime trouvait plus facile de se plonger dans la fondation et de soutenir la famille Collin que de réconcilier ses nouvelles valeurs avec son identité de chef d'entreprise. Peut-être les deux admit-il. Leur échange fut interrompu par l'arrivée d'une infirmière poussant Thomas dans un fauteuil roulant. Le petit corps semblait perdu parmi le matériel médical, mais ses yeux brillaient comme jamais depuis des mois. « Regarde » s'exclama-t-il en montrant un autocollant. « J'ai été courageux. » Maxime s'agenouilla à sa hauteur. « Tu es toujours courageux, champion. » Thomas tendit la main vers Maxime. « Tu viendras à mon traitement demain. Sarah dit que tu pourrais devoir partir. » Maxime jeta un coup d'œil vers Élise qui observait la scène d'un air indéchiffrable. « Je serai là, » promit-il. « Certaines réunions peuvent attendre. » Plus tard, après le traitement du soir, de Thomas Maxime trouva Sarah, dans la chapelle de l'hôpital, jouant doucement sur un vieux piano droit. La mélodie mélancolique reflétait la complexité émotionnelle de leur situation. « C'est magnifique, » dit Maxime, en s'asseyant à côté d'elle. « C'est nouveau ?» Sarah hocha la tête. « Je l'appelle la chanson de Thomas. Ça parle de la peur, mais aussi de ces instants heureux qu'on trouve malgré tout. Un peu comme Mozart, qui composait même pendant ses propres maladies. » « Exactement, » observa Maxime. Sarah continua à jouer, ajoutant de subtiles variations. « Maman dit que tu pourrais retourner à Paris. Est-ce que ça me dérangerait ?» Elle réfléchit avec son sérieux habituel. « Pas si tu le fais pour les bonnes raisons. » « Et lesquelles seraient-elles » demanda Maxime, sincèrement curieux de son point de vue. « Parce que ça fait partie de qui tu es, » répondit Sarah simplement. « Pas seulement la fondation, mais aussi l'entreprise. Tu peux être les deux. » Dans sa sagesse innocente, Sarah venait d'exprimer clairement ce que Maxime peinait. À réconcilier sa transformation ne nécessitait pas d'abandonner entièrement son ancien moi, mais d'intégrer ses valeurs, retrouvées à toutes les facettes de sa vie. 5 ans plus tard, une légère neige tombait sur les terrains de l'académie musicale Sarah Collin. Dans la grande salle de concert, un public s'était rassemblé pour le spectacle d'hiver annuel. L'académie accueillait désormais plus de 300 élèves de tous horizons.
sa réputation d'excellence attirant l'attention internationale. En coulisses, Sarah, 15 ans, ajustait sa robe de soirée. Elle n'était plus la fillette qui avait bouleversé le théâtre du Châtelet, mais une jeune femme, assurée à l'aube d'une carrière prometteuse. Nerveuse, demanda Élise Lutan, avec une fermeture éclair récalcitrante. Toujours admis Sarah, mais dans le bon sens. Ce soir-là était particulier. Sarah allait interpréter une pièce qu'elle avait elle-même composée, une œuvre complexe pour piano et voix, qui suscitait déjà l'intérêt de plusieurs maisons de disques. Thomas fit irruption dans la loge, un garçon de 8 ans en pleine santé, son asthme désormais maîtrisé depuis le succès du traitement expérimental. « Ils sont presque prêts pour toi. La salle est comble, Thomas. » Frappe avant d'entrer, gronda doucement. Élise, désolé, répondit-il sans remords, en redressant son nœud papillon. Son propre talent musical s'était révélé ces dernières années. Pas le don de Sarah pour l'interprétation classique, mais une aptitude intuitive à la composition qui complétait parfaitement l'art de sa sœur. « Il est là ?» demanda Sarah, essayant de paraître indifférente. Élise hocha la tête. Au premier rang, comme toujours. Depuis le traitement de Thomas, leur vie avait trouvé un nouveau rythme. Maxime était retourné à son entreprise, mais avec des priorités transformées. Non seulement la société prospérait, mais elle était devenue un modèle de responsabilité sociale. Pendant ce temps, la fondation s'était développée et l'académie avait fleuri sous la gestion pragmatique d'Élise. À travers tout cela, Maxime était resté une présence constante dans leur vie. Mentor ami est quelque chose de plus difficile à définir. L'homme qui avait autrefois voulu exploiter l'échec de Sarah était devenu le plus fidèle soutien de leur famille. Quand Sarah entra en scène, les applaudissements furent immédiats et chaleureux. Sa réputation la précédait désormais non plus comme une curiosité ou une enfant prodige, mais comme une artiste sérieuse dont l'œuvre parlait d'elle-même. Elle commença avec Chopin, puis Mozart, avant de passer à sa composition originale, une pièce intitulée « Full Circle », qui mêlait des éléments d'opéra classique à des influences contemporaines. Au premier rang, Maxime l'observait avec une fierté sans détour. À 42 ans, ses traits s'étaient adoucis, les angles durs de l'ambition tempérés par le sens. À ses côtés, Richard, presque aussi impliqué que lui dans l'académie. Alors que la musique de Sarah emplissait la salle, Maxime repensa au chemin parcouru. Ce pari cruel, conçu pour prouver que le talent ne pouvait pas surgir d'endroits improbables, avait révélé au contraire combien il avait eu tort, non seulement à propos de Sarah, mais aussi de ce qui comptait vraiment. Lorsque la prestation s'acheva, l'ovation fut tonitruante. Sarah salua, puis fit signe vers le côté de la scène où Thomas attendait avec sa propre composition. Les deux frères et sœurs jouèrent ensemble, leur lien musical transcendait le cadre formel du concert. À la réception qui suivit, Sarah trouva Maxime en train d'admirer une nouvelle aile de l'académie, encore en construction. « Ça va être magnifique », dit-elle en le rejoignant près de la fenêtre. Le centre Thomas Collin pour la composition. Maxime acquiesça. Il est ravi. Nous le sommes tous. Sarah observa l'homme qui, autrefois adversaire, était devenu famille. Est-ce que tu repenses parfois à cette nuit au Châtelet, à quel point tout aurait pu être différent? Maxime réfléchit un instant. J'essaie de ne pas trop m'attarder sur l'homme que j'étais, mais je suis reconnaissant chaque jour pour la leçon que tu m'as apprise, que la véritable richesse n'a rien à voir avec l'argent, et que le talent le vrai ne peut ni s'acheter ni se fabriquer. Il ne peut qu'être reconnu et cultivé. Sarah sourit. Et parfois il surgit aux endroits les plus inattendus. Comme une petite fille de Belleville qui voulait juste emporter les restes, ajouta Maxime avec une chaleur dans la voix.
De l'autre côté de la salle de réception, Élise les observait se souvenant de la mère désespérée qu'elle avait été autrefois cumulant 3 emplois toujours inquiète. Le chemin n'avait pas été facile, la maladie de Thomas. Les défis liés à une soudaine aisance financière, les ajustements face à l'attention publique. Mais ils avaient traversé tout cela ensemble, et cette famille improbable s'était renforcée à chaque obstacle, quand Sarah rejoignit son frère, et sa mère Maxime resta près de la fenêtre les regardant, avec une sérénité silencieuse. Le pari né de la cruauté avait évolué en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Une seconde chance, non seulement pour une enfant talentueuse, et sa famille est en difficulté, mais aussi pour un homme qui avait perdu son chemin et l'avait retrouvé grâce à la musique, à la connexion humaine, à la reconnaissance de la vraie valeur de ce qui ne peut s'acheter. Dehors, la neige continuait de tomber sur l'académie qui portait le nom de Sarah, mais qui appartenait à tous. Un témoignage du talent reconnu, du potentiel accompli et du pouvoir transformateur d'une seule voix lorsqu'on lui donne enfin la chance d'être entendu.